voulant pas de mal à votre planète. Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Valérie Damido. Valérie Damido, bonsoir. Alors, vous êtes devenue célèbre en animant Déco sur M6, une émission où vous redécorez les appartements des gens. Est-ce que vous pourriez surtout ne pas toucher à mon décor? Ah, mais j'adore, je suis fan, je ne toucherai jamais. Très bien. Doria Tillier. Bonsoir Doria, vous êtes la star féminine du grand journal de Canal depuis 2 ans où vous présentez la météo. C'est quand même le seul bulletin où on se dit après, merde, mais j'ai même pas fait gaffe au temps qu'il allait faire. Moi non plus. Louis Alliot. Louis Alliot, bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National. Vous vous réjouissez des 14 villes gagnées par votre mouvement politique. C'est vrai que vous allez mettre un videur à l'entrée de chaque ville FN? Non. Non. Et Didier Super. Didier, bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau spectacle « Ta vie sera plus moche que la mienne ». Précisons que pour les chômeurs en fin de droit, vous produisez moins cher sous le nom de Didier Gazoil. En P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Guillaume Néry, multi-recordman du monde, d'apnée sans assistance, capable de descendre à 125 mètres de profondeur, à la seule force de ses palmes. Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Valérie Damido, bonsoir. Alors d'abord, vous qui avez du goût, est-ce que vous trouvez que Didier Super va bien avec Louis Alliot et mon décor? Alors, moi, j'aime bien, justement, parce que dans ce décor, tout se mélange. Donc, Ouais. je trouve que tu as un vrai talent pour mélanger les gens qui n'ont rien à voir. Ah ben disons, ça fait plaisir. Ça commence très fort. Alors Valérie, l'émission Déco vous a rendu extrêmement populaire. Selon un sondage, vous êtes la personnalité que les Français préféreraient avoir comme voisine. Génial, ça. Voilà. Alors pourtant, faut dire, au départ, c'était pas gagné. Hein. Vous êtes né à la Garenne-Colombe. Ouais. Votre mère était comptable, votre père policier. C'est parce que votre père est policier que malgré tout ce que vous avez fait chez les gens, vous n'avez jamais été arrêté? Probablement, probablement, ouais. Bien des années plus tard, après avoir loué des jet skis en été et des motoneiges en hiver, vous ouvrez un bar à salade près des Champs-Élysées. Et c'est là où Charlie et Lulu, d'M6, vous remarquent. Vous vous dites, quitte à vendre des salades, autant le faire à la télé, finalement. Ouais, c'est mieux, ça rapporte plus. C'est comme ça qu'un jour, vous êtes retrouvés à redécorer les appartements des gens. Vous la trouille, hein, quand même. Alors, votre succès fait qu'il y a désormais un style Damido. Vous êtes la décoratrice d'intérieur la plus populaire de France. Le problème, c'est qu'on vous pique vos idées, quoi. Vous faites dépouiller par tout le monde. Bah, tant mieux, écoute, si Regardez, tout le monde peut regardez. décorer. Bonjour, bienvenue dans Décoléron. Aujourd'hui, je vais chez Pascal qui vit dans une petite caravane de 2 mètres carrés et dans laquelle elle aimerait qu'il y ait enfin de la couleur. Bonjour, c'est Décoléron. Enchanté. Alors ce projet... Après avoir jeté un coup d'œil rapide à l'intérieur, je libère Pascal et lui donne rendez-vous le soir pour découvrir le résultat de la transformation. Ok, bah écoutez, moi je vais travailler aujourd'hui et puis on se voit ce soir. Je m'attaque d'abord à l'extérieur de la caravane. J'ai choisi un beau rose pour repeindre le bandeau décoratif. Je n'ai pas discuté du choix de la couleur avec Pascal, mais je sais qu'elle me fait confiance car c'est une fan de Décoléron. J'égaye ensuite le tout avec quelques étoiles que je dispose un peu partout grâce à la technique du pochoir. En clin d'œil, je dessine un P stylisé sur la face frontale de la caravane, le P de Pascal. À l'intérieur, on découvre une décoration sans grande personnalité. Je jette tout d'abord le lampion grotesque que Pascal avait mis dans sa chambre pour le remplacer par une magnifique moustiquaire suspendue. Je veux lui faire une vraie caravane de fées. Ça a quand même une autre allure. Pour la chambre, je choisis une ambiance d'inspiration nordique, en reprenant le thème du sapin. J'utilise des grosses lettres en papier mâché pour donner une touche moderne au coin couchette, que j'appelle la Night.
Pascal travaillant à l'international, j'accroche 2 horloges qui indiquent l'heure de Paris et de Londres. Voilà. Un big up pour Chris Esquer. Bravo. Vous êtes J'adore une ce star, mec. ça y est. Mais j'adore ce mec en plus. On il me vous fait parle, il vraiment est rire. génial, Chris Esquer. Ouais, ouais. vraiment pour le coup. Dites-moi, Valérie, quand on a du goût comme vous, ça doit être terrible d'aller chez les gens, non? Écoute, non, c'est bien, comme ça on les aide à changer Ah ouais. de vie. Alors l'émission marche bien. À un moment, je ne sais pas pourquoi M6 a voulu l'arrêter. Vous avez menacé de faire une grève de la faim, d'ailleurs. Ouais, mais tu sais, moi je mange trop, donc Bah oui, ils c'est ont pas- ils n'y ont pas cru, Non. en fait, non. Alors la grande nouvelle, Valérie Damido, c'est que vous avez enfin votre talk show à vous. Ouais. Mesdames, messieurs, Valérie Damido, Oprah Winfrey. Alors c'est quoi cette émission, vous repeignez les invités en rose, faites quoi? Ouais, je repeins les invités en rose, on Ouais. fout. Non. Écoute, c'est un talk, ouais, c'est le Ça samedi. s'appelle Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Ouais. Il y a 6 chroniqueurs avec Voilà, moi. alors ça c'est la Voilà. bonne idée quand même, parce que par rapport aux émissions de Ruquier, d'Hanouna, de Berne, de Maïtena, d'Ali Badou, de Laurence Ferrari, chez vous il y a 6 chroniqueurs. C'est comme la grande différence avec les autres. Parce que des fois il y en a 3, des fois il y en a 4, des fois il y en a 5, vous il y en a 6, ça Ouais, change tout. On a mis la barre très haut. Qui a mais- trouvé cette idée? C'est Écoute, incroyable. Alexia et moi, je crois. Eh ben, que- elle est bonne, Ah, elle est vraiment, bonne, Alexia. ouais, ouais. ouais. La bande de potes, quoi. Émilie Mazoyer, Juliette Arnaud, Thomas Croisière. On va regarder à quoi ça ressemble. Nous allons, pour chaque sujet abordé, partir d'un sondage officiel paru dans la presse. Ok ? Ce sondage révèle le point de vue de la majorité des Français. Jusqu'ici, tout va bien. Mais mes chroniqueurs ne partagent pas, évidemment, la majorité des Français, parce que sinon, c'est pas mes chroniqueurs, tu comprends bien. D'accord ? Alors, dans ces chroniqueurs, chacun va aller à l'encontre de la majorité et ils vont essayer de vous convaincre qu'ils ont raison. Quand tu dis ils sont plus engagés, pas du tout. Les plus grands abstentionnistes, c'est les jeunes. Ah, mais c'est pas à parce que 17 tu ans, ils vas votent pas. pas, hein. Pardon, Non, c'est- mais à pardon, 18 ans. c'est pas parce que tu ne vas pas voter que Non, tu non. n'es pas engagé ou impliqué. Et- Ça, c'est vrai. Ils Ils sont étaient- aussi intelligents Oui, ça, maintenant bien sûr, qu'il y a bien sûr. 20 ans. Même ou il y a- bien sûr, il y a mais 40 ça, c'est pas ans, une donc question Ça d'intelligence. se déplace. C'est une C'est question tout. Ils sont peut-être moins d'engagement, c'est une cultivés, question ils de... sont peut-être plus Ouais. violents. En fait, c'est des cons, les jeunes de maintenant. Ouais, putain, je suis d'accord avec toi. Mais oui. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous partez d'un sondage, en fait, et il y a un chroniqueur qui défend le contraire pour faire changer d'avis le public présent sur le plateau. Mais enfin, c'est un peu le même problème que l'émission de Laurent Ruquier, l'émission pour personne. C'est-à-dire qu'en fait, le public n'est pas panélisé. Donc, en fait, c'est pas l'avis des Français, c'est l'avis des Non. gens qui sont là, quoi. Bien sûr, c'est la vie du public qui est dans Voilà, sur ouais. le plateau, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, il faut bien partir d'un Pourquoi truc. vous faites pas ça en direct? J'aimerais bien que ça soit en direct. Bah ouais, et alors? C'est pas moi qui décide. Je suis pas patronne de chaîne. Nicolas de Taverneau, si tu me regardes, fais quelque chose pour m'aider. En tout cas, la première a fait 9-7, c'est pas mal. Ouais, Hein. c'est pas mal. J'espère que vous allez aborder des sujets politiques, parce que vous y connaissez drôlement en politique. Hein. Je m'y connais pas très bien. Ah si. Je suis une bonne Ah si, citoyenne. vous avez soutenu Hollande, vous avez dit, c'est la première fois que je m'engage, C'est vrai. j'ai l'habitude de me fier à mon feeling à propos des gens. Bravo, T'as vu? bravo, c'est très réussi. C'est Bravo. marrant, j'étais sûre que t'allais le dire. Faut reconnaître. Didier Super, rebonsoir. Alors Didier, vous êtes comédien, humoriste, chanteur, musicien, et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose sur vous, et que vous vous posez aussi d'ailleurs, qu'est-ce que je fous là? Je suis le premier, désolé. Alors votre vrai nom c'est Olivier Hautegon, vous êtes né à Douai, le 27 février 1973, votre père Patrice est un peintre reconnu et un passionné de religion qui a publié des livres à compte d'auteur sur la religion. Eh ben, c'est bien la première fois qu'on vient me la chercher, celle-là. Mais c'est pas faux. Il y a des gens qui travaillent. Alors, votre première passion, en fait, c'était le BMX. Et c'est le BMX qui vous a amené au théâtre de rue, en fait. Bon, le BMX et l'échec scolaire aussi. Faut Oui, pas être il ne faut sincère. pas oublier non plus, oui. Alors, vous commencez par des reprises punk de chansons françaises avec le groupe The Disco Mobile. Et ensuite, vous lancez en solo, sous le nom de Didier Super, avec des chansons drôles, mais très corrosives. Un peu spécial. Ah ouais, qui sont rapidement devenus cultes. On va tous crever, par exemple, 1,5 million de vues sur YouTube. Mais à 1,5 million, normalement, et ça paye, non? Il n'y a pas un Bah truc oui, on vous a pas donné l'argent. Personne vous a donné, personne vous a donné l'argent. Mais parce que je crois que le clip qui doit traîner sur Internet, c'est pas moi qui l'a fait, c'est un gars que je connais pas. Donc, Alors il y a aussi Les enfants, faut les brûler, ce qui est pas faux. Il y a Excision Youpla Boom.
Ah bon? Ah oui, ça c'est un titre que j'ai trouvé comme ça, ouais. Il y a Didier Super chante pour le racisme aussi, qui est une excellente chanson. Bref, 5 millions de vues sur YouTube au total, 4 disques. Et selon Télérama, vous avez sorti le plus mauvais disque du monde quand même. Alors vous êtes actuellement sur scène dans toute la France et le 22, 23, 24 mai et le 7 juin à la Nouvelle Scène, SEINE, à Paris, avec un spectacle qui s'appelle donc « Ta vie sera plus moche que la mienne ». Alors, C'était censé être un spectacle pour enfants. oui, Et, c'est ça, c'est un petit garçon qui s'appelle Ludovic, qui est pauvre, qui est pas beau, et il hérite de 700 millions de dollars de Madame Ledoux, mais il doit utiliser cet argent pour faire le bien. Il fait comment? il essaye de faire des dons. Ouais. Et à chaque fois qu'il fait des dons, il fait une bêtise. Voilà. C'est bien, non? Oui, c'est très très bien. Oui, oui. Alors, il y a une femme à tête de singe avec une tronçonneuse, un punk à chien, qui l'ont mis sur scène. Et ce qui est assez violent quand même dans le spectacle, c'est les 2 marionnettes de jeunes Africains avec que la peau et les mouches sur les os quand même. C'est violent, hein? Il y a des gens qui s'en vont de votre spectacle au bout de 20 minutes et vous êtes content, vous dites ça et crème. Ben ouais, comme dit ma mère, ceux qui restent jusqu'au bout, quelque part, c'est grâce à eux que tu bouffes. Et ceux qui tiennent pas jusqu'au bout, si ça se trouve, c'est à eux que ça profite le plus. Quand ils viennent vous voir, vos parents, ils restent jusqu'à la fin? Oh, ils viennent pour la forme, ouais. Ouais. Ils sont gentils. C'est vos parents en même temps. Bah, puis ils payent pas la place. J'arrive toujours à me débrouiller. On regarde à quoi ça ressemble. Mais dis pas n'importe quoi, cousin. Les milliards, c'est la plus belle chose au monde. Pas vrai, les enfants? Y a que quand on a des milliards qu'on peut avoir une vie intéressante. Tu peux inviter des princesses dans des restos tellement chers. Du coup, après, elles s'allongent toutes sur ta banquette arrière. Ben oui, mais quand on peut se taper toutes les gonzesses qu'on veut, quand on veut-tu trouver la bonne? Mais on s'en fout de trouver la bonne. Ce qu'il faut, c'est une grande piscine. Tu la vides entièrement, comme ça tu peux la re-remplir avec plein de putes. Comme ça tu nages dans plein de putes. Et puis là, bah, t'es trop bien. Voilà, Didier Super, en tournée dans toute la France. Alors Didier, j'aimerais vraiment savoir quelle drogue vous prenez pour pas prendre les mêmes, en fait. Ah ben c'est pas très sympa. C'est... On m'a souvent pris pour quelqu'un qui picole et qui fume. Et en fait, en général, on me prend pour mon personnage. Oui. Et ce qui fait que les après-concerts sont souvent un petit peu compliqués parce qu'on me prend pour le débile que les gens viennent de... Et du coup, maintenant, je sors plus de ma loge. J'attends qu'il se casse. Alors, Didier, vous ne serez pas surpris que je vous fasse une interview anti-portrait bizarre. Alors, Didier Super, je vais dire quelque chose qui fait vomir. Je sais pas, le sexe d'une femme qui vient d'accoucher ou le patrimoine du Vatican. J'hésite. Si vous étiez un monstre? Un monstre, oh, je sais pas, un monégasque travailleur social. Oui. Si vous étiez une voiture française? Bah, la seule qui tienne vraiment la route mécaniquement, à croire que c'est presque une erreur de fabrication, c'est la 205 XRD ou GRD, mais celle-là, on peut la pousser à 600 000. Ah ouais. Ouais, la diesel, hein, pas l'essence. Si vous étiez quelque chose de mou? Ouais, j'aurais envie de dire la gauche, mais c'est facile. Non, non, c'est bien. Ouais, bon. Ça me va. Si vous étiez un mot incompréhensible? Démocratie. Bravo. C'est bien, hein? C'est bien. Ouais. Vous pouvez applaudir, c'est bien. Non, non, c'est bien. Si vous étiez une odeur corporelle? Les dessous de bras, histoire de faire chier les petits. Si vous étiez un membre amputé? Je sais pas, il faudrait que je demande à des anciens motards. Oui. Vous étiez une greffe? La greffe des cheminots. Bon. Si vous étiez un mot qui fait peur? Je sais pas, allemand. Si vous étiez une raison de frapper un enfant? C'est pour son bien. Antisocial, ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Doria Tillier, rebonsoir. Bonsoir. Alors, dommage que vous soyez déjà assise.
le moment où vous arrivez sur le plateau du Grand Journal en descendant l'escalier est l'une des séquences préférées des téléspectateurs. C'est formidable. Vous faites ça très très bien. C'est le moment où on apprend le plus de trucs sur l'invité, en fait, parce que suivant comment il regarde. Alors, on rappelle le principe de la météo du Grand Journal. Les gens doivent découvrir le temps qu'il fera le lendemain, mais en bandant. C'est exactement ça. Alors, c'est un symbole fort de la chaîne, hein, la météo, avec le foot, le porno, la cocaïne. C'est Canal, quoi. C'est pas vrai pour la cocaïne. Je sais pas avant, mais Ah bah en tout si, cas, aujourd'hui, avant, ouais. non. Enfin, moi, j'y étais pas, mais il paraît que... Ah, c'est pas facile comme job, hein. Il faut être joli, il faut être drôle, et puis il faut surtout savoir où se trouve Clermont-Ferrand. C'était le plus dur. On voit bien que vous y connaissez rien. Non, mais j'ai appris quelques villes quand même. Perpignan, vous voyez où c'est Perpignan, je vois très bien où c'est, ouais. À côté de Perpignan. Narbonne, en dessous. Alors, vous êtes excellente, hein, je ne suis pas le seul à le penser. Tout le monde le dit, ça a commencé avec votre interprétation de Monica Bellucci. Dès la première émission, tout le monde avait compris qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à la télé. Franchement, je vous le dis très sérieusement. Ah, merci. Vous avez beaucoup de talent. On regarde à quoi ça ressemble. Bon, pour ceux qui n'étaient pas nés, moi c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Ouais. Ah, tu pensais que j'allais pas te retrouver, hein? Bien planqué dans ton petit costard serré que tu peux pas remuer dedans. Tu sais un costard de quoi c'est ça pour moi? Costard de tapette. De tapette. Bah dis donc, la bande à Mimiche au grand complet. Ah, et niveau complet, il y a du costard, hein, et du taillé chic. Attention, avec la chemise qui va avec, pas le genre qui gratte. Ah, si j'avais su qu'il y aurait autant de beau linge au pot de départ, j'aurais enfilé de la soie. Ta com, elle est nickel. Et je sais de quoi je parle, c'est mon job. Je t'ai regardé l'autre jour au congrès du PS à Toulouse. Toulouse, ça veut dire quoi? Perdre en anglais. Toi, tu win, t'es un gagnant. Et tu sais pourquoi? Parce que tu l'as joué collectif. Et ça, c'est le plus important. Moi, je passe ma vie à le dire, tu vois. Toi, t'es corporate. Là, t'avais toutes les caméras braquées sur toi et t'as dit non. Regardez les autres. C'est pas moi le héros. Et ça, c'est super parce que tu reçois, tu partages. Tu vois? Toi, aujourd'hui, t'es là. Moi, je vais t'amener là. Tu sais ce que c'est là? C'est ta taufe, ta photo, pas dans les commissariats, dans toutes les mairies de France. I'm like 1000% made in France. I just love your country. Really. I mean, Camembert, I love it. Love the Moulin Rouge. Blowing's not cheating. Love croissant. The Bogdanov brothers love it. I'm on Hello Sexy. I love when you're upset and you go, ooh, la, la, this is so cute. And I love the fact that you only speak your own language and that's enough for you. C'est super. Merci. Moi non, moi non. Alors évidemment, Canal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en profiter. L'année prochaine, ils vont lancer La Grande Météo, une émission d'1h15, sera consacrée uniquement à la météo, dans laquelle Apathy viendra faire 3 minutes pour poser une question. Voilà, non, juste me donner la réplique Voilà. sur des vannes, Ouais. quoi. Alors, ce qui est marrant avec vous, en plus, c'est qu'on a l'impression qu'il va faire beaucoup plus beau que quand c'est Evelyne Delia qui fait la météo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qui se cache derrière la Miss Météo de Canal? Je crois que déjà, on peut dire une chose, c'est que vous pouvez lécher votre coude. Moi, j'arrive à me ronger les ongles des pieds. Ouais. Mais j'arrive pas à me lécher le coude. Merde. Oh là 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 là. Alors, vous avez conscience, Doria, qu'en ce moment, chez eux, des milliers de gens essayent de faire pareil devant leur écran. Ils vont se faire un tour de dos. Et c'est comme ça, en fait, que Nicolas Bedos est tombé amoureux de vous, parce qu'il s'est dit, une fille qui est capable de se lécher le coude, elle doit faire plein de trucs incroyables. Ouais, c'est comme ça que je drague les mecs, ouais. Vous léchez le coude et vous sucez vos amis, bravo. Pour vous, spécial dédicace. Enfin, ce qui était drôle, en tous les cas, c'était les messages que vous passiez quand vous étiez ensemble, je me souviens. Quand vous disiez, il fera 22 à Paris, ça voulait dire, demain, j'aurai pas de culotte, c'est ça? Non, je fais souvent des messages privés, ouais, dans mes météos. Alors, avant ce casting pour la météo de Canal, qui a décidé de tout, vous preniez des cours de théâtre en regardant Louise Bourgoin faire la météo dans le Grand Journal, et vous disiez, c'est ce que je veux faire, en fait. Ouais, exactement. Je voulais être comédienne, Ouais. mais il se trouve que j'avais découvert la météo de Canal avec Louise Bourgoin, et je trouvais que ça cumulait plein de choses que j'aime faire. Alors moi, je suis certain que vous allez devenir une vedette de cinéma. C'est obligatoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont à votre niveau de look et de drôlerie. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rôles de présentatrice météo dans le cinéma français.
Non. J'imagine que vous avez plein de propositions quand même. J'ai des propositions. Pour l'instant, c'était dur de les accepter parce que moi, j'ai du mal à me disperser. Donc, pendant que je fais la météo au Grand Journal, j'ai pas le temps d'aller tourner des films pendant la journée. Et l'année prochaine, vous allez faire la météo au Grand Journal aussi. On m'a demandé de pas le dire. D'accord. Ce sera la surprise. Voilà. Alors, vous ne seriez pas étonné, évidemment, que nous fassions une interview prévision. Quel temps fera-t-il demain? Ah bah, on est samedi, je travaille pas le week-end. Quand ferez-vous la couverture de Voici à nouveau? J'espère dans longtemps. Ah oui, vous aimez pas ça? Ouais, je suis pas fan. Ouais. Vous savez qui sera votre prochain mec? Je peux m'adresser à la caméra, là, si tu me regardes. Que tu es sincère, entier, à forte personnalité, authentique, amoureux de la nature et de la littérature, surtout Zola. Contacte Thierry Ardisson, il fera suivre. Je suis son agent, en fait. Quand allez-vous faire l'amour pour la prochaine fois, Doria? Bah, logiquement, le soir de mon mariage. C'est pas demain, hein. J'ai hâte, hein, parce que je commence à avoir chaud, je vous le cache pas. Que va-t-on finir par découvrir sur vous un jour? Que je suis le sosie de Virginie Lemoine. Vous comptez faire de la chirurgie esthétique un jour? Oui, je suis pas contre, me faire tirer un peu. Ouais. Quand monterez-vous sur scène pour faire un one-woman show? Quand j'aurai les épaules. Ouais. Je suis un peu jeune, je Vous avez crois. envie de le faire, ça? Ah ouais, c'est un fantasme d'adolescente, mais on verra. Est-ce que vous pensez que Michel Drucker va arrêter de faire de la télévision un jour? Il m'a dit qu'il arrêterait juste après vous. Ah ouais, mais c'est pas demain. Louis Alliot, rebonsoir. Alors nous parlerons, après l'édito de Blacko, dans le débat de l'avenir du Front National. Mais d'abord, parlons de vous, Louis. Au municipal à Perpignan, vous avez fait 34% au premier tour. Vous avez été battu au second. Ça va? Vous n'avez pas trop fait engueuler en rentrant à la maison ce soir? Non, non, pas du tout. Elle a été gentille? Bien sûr. Elle vous en a pas voulu, dû avoir fait perdre une ville? Non. Non. Comment ça va tous les deux? Parfaitement. Ça marche toujours? Toujours. C'est une affaire qui tourne? Exactement. C'est bien. Alors, dans le cadre de la dédiabolisation du Front National, vous allez faire les amours avec Marine? Alors, vous avez perdu face à un dénommé Jean-Marc Pujol, le maire sortant. Vous êtes un peu mauvais joueur, hein? Vous l'avez accusé d'avoir acheté des voix et vous l'avez menacé d'éplucher toutes les factures et tous les contrats de travail en arrivant à la mairie. Non, pourquoi? Parce que pendant la campagne, on m'a amené des contrats de travail de 7 jours d'un certain nombre de jeunes de la ville, hein, ce qui me paraît limite en période électorale, tout simplement. Et Pujol a été réélu. Pourtant, vous avez fait une campagne assez dédiabolisée. Hein, la dédiabolisation, vous savez ce que c'est, Valérie, la dédiabolisation du Front National? Ça consiste surtout à empêcher Jean-Marie Le Pen de sortir de sa maison de retraite. Hein, que dès qu'il sort, c'est un scandale. Ça, c'est pas sympa. C'est aussi le soutien des humoristes. Jean Roucas, Dieudonné, Maître Collard. Collard, c'est pas un humoriste. Ah, je croyais. Jean Roucas, moi je croyais qu'il était mort, Jean Roucas, moi. Vous avez tort parce qu'il a Ouais. beaucoup de talent. Vous devriez Ouais. l'inviter d'ailleurs. Bon, on l'a invité, il n'a pas voulu venir. J'essaierai de le convaincre. Bah, dites-lui de venir, il est le bienvenu, bien sûr, Jean, il n'y a pas de problème. Alors, dédiabolisation, c'est aussi refuser qu'on qualifie le Front National d'extrême droite. Vous attendez d'être au pouvoir pour réserver la surprise aux Non, gens? pas du tout. Moi, je pense que c'est les électeurs qui le feront. Le reste, voilà, Ouais. ça fait partie du débat. Ouais. Mais je pense que les électeurs se chargent de la chose. Alors, plus le pays va mal, plus le Front National progresse. Est-ce que c'est pas paradoxal pour vous qui aimez tellement la France que vous en veniez à souhaiter que le chômage augmente et que l'insécurité explose? On ne peut pas dire ça, mais simplement, si on émerge aujourd'hui, c'est que les autres sont en train d'échouer ou ont échoué. Ouais. Et que petit à petit, les électeurs vont nous confier les responsabilités du pouvoir. Ben justement, on va en parler. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko et c'est Mathias Hillion, journaliste à Spécial Investigation sur Canal, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, jusqu'où ira Marine Le Pen?
Jusqu'où ira Marine Le Pen? Quand on lui pose la question, la présidente du FN n'hésite pas à afficher son ambition. Avez-vous l'ambition un jour d'être présidente de la République? Oui, enfin l'ambition pas personnelle, mais je pense que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour appliquer nos idées. Et si elle n'est pas élue en 2017, c'est pas grave. Elle est convaincue que ce sera pour 2022. Vous ne le prenez pas pour une illuminée, hein. C'est quelque chose de très rationnel. Je pense que le Front National arrivera au pouvoir dans les 10 prochaines années. Évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Sur 36 000 communes, le FN n'a remporté que 11 mairies. C'est pas énorme. Le FN a obtenu moins de conseillers municipaux en 2014 qu'au municipal de 1995. N'empêche, Marine Le Pen compte beaucoup sur ces 11 mairies pour servir de vitrine à l'action de son parti. Ce que nous ne voulons pas faire, c'est faire de l'idéologie dans les villes. Voilà, nous ne voulons pas commettre les erreurs qui ont été commises, par exemple, par M. Maigret. À l'époque, à Vitrolles, Maigret avait tenté d'appliquer le programme national du FN au niveau local. C'est une victoire emblématique de ce qui va se passer demain à l'échelle du pays. Sa femme avait ainsi offert une prime de naissance réservée aux enfants nés de parents européens. Résultat, elle a été condamnée à 2 ans d'inéligibilité pour discrimination. Vive la préférence nationale! Si on ajoute une autre condamnation pour détournement de fonds publics, le bilan est désastreux. Pour éviter ces dérapages, le FN a donc prévu d'encadrer de très près les nouveaux maires FN. Coucou le perroquet. L'objectif, c'est qu'en 2017, chaque mairie dirigée par le Front National puisse présenter un bilan convenable. Peut-être qu'il ne fera pas plus que les autres, mais bon, il ne fera pas pire. Ça prouverait que l'arrivée du FN au pouvoir ne conduit pas forcément à un désastre financier. Ce seront des modèles, ce seront des exemples que nous pourrons montrer aux Français de ce que nous sommes capables de faire. Marine Le Pen s'y voit déjà. Après le succès municipal, le FN pourrait devenir le premier parti de France aux européennes et puis confirmer ses bons résultats au régional. Si bien que la seule question qui se poserait en 2017, ce serait qui affrontera Marine Le Pen au second tour. Un bon à rien et un incapable. Ben, pour l'instant, la réponse est simple. Le principal obstacle à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, ce sont les Français eux-mêmes. Peut-être qu'il ne fera pas plus que les autres. Aux dernières nouvelles, 67% d'entre eux n'envisagent en aucun cas de voter Le Pen au présidentiel. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo. Mathias Hillion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Spécial Investigation sur Canal+. Vous suivez le FN depuis de nombreuses années. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, jusqu'où ira Marine Le Pen? C'est le peuple qui décidera. Pour le moment, comme on l'a vu, il y a 67% des Français qui sont encore contre. Mais d'abord, il y a les européennes. On se rend compte, en fait, que c'est une tendance européenne, le populisme et l'extrémisme. La France serait presque en retard par rapport aux autres pays européens. Oui, c'est un mouvement général. Et d'ailleurs, on peut remarquer que partout en Europe, ces nouveaux mouvements populistes attaquent l'islam. Ils ne parlent plus trop des immigrés, ils ne parlent plus trop de l'étranger, mais ils parlent du musulman, ils parlent de l'islam, ils parlent du halal à la cantine, par exemple, comme Marine Le Pen l'a encore fait la semaine dernière. Voilà, comme si le nouveau bouc émissaire de l'extrême droite européenne, c'était plus l'étranger, mais le musulman. Et objectivement, on doit remarquer que dans l'opinion, ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup d'enquêtes d'opinion où on voit que les Français craignent l'islam. On est passé des Juifs aux Arabes au Front National, c'est vrai, non? Ça, c'est trop facile. Ben, c'est pas facile, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Je regrette, ça fait plus de 20 ans que je suis au Front. Mais Jean-Marie Le Pen, quand il faisait du raffort crématoire, c'était quand même sur les feuilles, quand même, non? Non, pas du tout. Ah bon? Moi, j'ai toujours vécu... J'ai pas saisi la vanne, alors. Ben oui, justement. Vous manquez d'ouverture d'esprit, sûrement. Ça m'étonnerait. Bon. Sur l'islam, ce qu'il faut regarder, il faut bien faire la différence entre musulmans et islam. Au nom de quoi on s'interdirait de regarder en face l'extrémisme qui agit au nom de cette religion? Au nom de quoi on est en train de brocarder les catholiques, de se foutre, excusez-moi du terme, de la gueule du pape en permanence, de se moquer les juifs? Et pourquoi on n'aurait pas le droit de dire un certain nombre de vérités sur la religion? C'est une religion, on n'est pas dans un système politique. Ce que nous condamnons, c'est justement la confusion qu'il y a chez certains entre le politique et le religieux, c'est-à-dire qu'ils font de leur politique leur religion, ce qui est étranger à notre conception de la société. Dans les pays musulmans, c'est mélangé, la politique et la religion, c'est la même chose. Oui, et la religion est d'ailleurs au-dessus de la politique. Oui, mais c'est bien le problème, parce que certains ici veulent nous faire admettre cet état de fait qui est valable chez eux. Or, nous sommes en République, vous pouvez être un bon musulman, garder votre religion
pour vous, de la même manière que les autres religions le font, mais dans la sphère publique, vous n'êtes pas obligé de demander des régimes de faveur ou des régimes préférentiels en fonction de vos préceptes religieux. Ça me paraît contraire à la République. Alors, désormais, donc, le Front dirige 11 villes plus 3. Évidemment, l'argument qu'on vous sort, c'est il y a 20 ans, quand ils étaient au pouvoir, ça ne s'est pas super passé, quoi. Oui, oui. Écoutez, regardons ce que font les autres. Regardez Perpignan, 4 000 € de dette par Perpignanais, la grande ville la plus pauvre de France, etc. Bon, voilà, il y a aussi des bilans, il faut regarder un ensemble de choses. On ne va pas quand même, pendant 6 ans, être, comme j'ai vu un article d'Atlantico ce matin, les villes FN considérées comme des zoos, c'est-à-dire des observateurs tous les jours qui vont regarder les décisions des maires, etc. Il ferait bien, ces observateurs, de regarder à ce qui se passe dans un certain nombre d'autres mairies où des décisions quelquefois scandaleuses sont prises sans que les médias en parlent, évidemment. Enfin, c'est vrai quand même qu'au-delà des envolées lyriques de vous, de Marine Le Pen, de Florian Philippot sur les plateaux, sur Bruxelles, la mondialisation, les banques, l'UMPS, on s'aperçoit dans votre reportage, Mathias, que les thèmes de campagne étaient tout autres. On va regarder par exemple David Racheline à Fréjus. Pour créer la surprise et déstabiliser la droite, le candidat FN a trouvé son thème de campagne. La prochaine construction d'une mosquée à la Gabelle. 4000 personnes habitent dans ce quartier populaire. La future mosquée sera capable d'accueillir 2000 croyants. Il n'y aura aucun financement public. Ah ben voilà, notre future mosquée, elle est là. La mosquée de Fréjus, Inch'Allah. Sur son site internet, le candidat FN communique beaucoup sur la mosquée. Visuel qui laisse penser qu'elle sera construite sur la plage, ce qui est faux, et slogan qui imite l'alphabet arabe. Mosquée de Fréjus, oui ou non? À chaque conseil municipal, le candidat FN en remet une couche. Vous avez caché la mosquée aux Fréjusiens. Vous avez caché la mosquée aux Fréjusiens alors que vous étiez au courant. Vous avez ruiné la ville, venez pas me donner des leçons. Vous avez fait votre temps. Il faut que vous partiez maintenant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. On arrive. Voilà, spéciale investigation. Donc, vous avez fait ce reportage. Cette histoire de mosquée, en fait. Donc, au début, il en a beaucoup parlé. Et puis après, il s'est calmé, quoi, c'est ça? Il s'est calmé. Après, il a fait la campagne de notables que tous les élus, comme M. Alliot, d'ailleurs, à Perpignan, a fait sur la fin de la campagne. Mais aujourd'hui, David Racheline, il parle avant tout, comme tous les maires Front National, de fiscalité, d'insécurité. Voilà, c'est ça leur deux thèmes de campagne. Pour eux, c'est zéro faute avant 2017, pas de faute. Histoire en gros de prouver que les maires FN sont capables de gérer des villes pour prouver un jour que le FN est capable de gérer le pays. En gros, c'est ça leur idée. Oui, justement, le problème de la direction du Front National maintenant, Louis Alliot, ça va être de trouver suffisamment d'énarques formés et compétents à envoyer dans ces 14 villes pour les gérer en sous-main, non? Des fonctionnaires, puisque c'est par mutation interne qu'on arrive à trouver. Et nous avons déjà des candidatures spontanées, de gens qui sont dans d'autres collectivités et qui se sont... quand même, je suis désolé, il faut être au niveau pour gérer une ville quand même, non? Mais nous avons déjà au niveau. Vous croyez que si Marine Le Pen a fait plus de 6 millions de voix, il n'y a que des imbéciles? Non, j'ai pas dit ça. Donc, il y a bien des gens compétents qui votent pour nous, qui nous aident, qui travaillent nos thématiques, etc. et qui aujourd'hui, et petit à petit, se montreront, publiquement, pour défendre nos idées. Les maires qui ont été élus, ils ne sont pas sous tutelle du Front National. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était une volonté de Marine Le Pen, parce que ça a été en 1995, où justement, ça a été une grave erreur. Là, ils ont été élus sur des considérations locales. Leur faciliter les choses, c'est notre but. En revanche, ne pas donner de directives sur la politique, parce qu'eux connaissent mieux les problèmes que nous, la direction parisienne, même si nous ne sommes pas plus parisiens que les autres. Donc là, pas d'erreur jusqu'en 2017, on est bien d'accord? Écoutez, on va gérer, un bon père de famille, toutes ces mairies, en essayant de corriger un certain nombre d'erreurs qui ont été faites par les autres. En même temps, c'est les problèmes qui commencent maintenant pour le Front National. Parce que parler fiscalité et parler insécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser les impôts dans ces villes et augmenter les effectifs de la police municipale. Ça veut dire déjà ne pas les augmenter, ce qui est déjà pas mal dans ces villes-là. Mais on fait comment, M. Alliot Des économies. Des économies sur quoi, M. Alliot? Surtout, écoutez... Vous allez être confronté maintenant au même problème que tous les autres élus, et c'est ça qui va être intéressant, Le problème, c'est que vous ne relevez pas assez les dérives des mairies qui ont été gérées par les autres. Donc ce sera quoi la gestion FN des mairies? Même se mettre quoi? Qu'est-ce que c'est une mairie FN en fait? C'est ça qu'on veut savoir maintenant. C'est juste une bonne gestion? C'est ça le FN? C'est ça la question qu'on veut savoir. Avec nous.
Je pense que vous allez continuer, mais vous verrez bien. Donc vous-même, vous ne savez pas vraiment? Écoutez, moi je ne vis pas à Fréjus, mais je suis persuadé que David et avec les gens qu'il a autour arriveront à rétablir la situation. Mais oui, mais il a raison, c'est quoi la recette alors? Vous verrez. Bah non, je veux pas voir. Je veux Stabilisation de la fiscalité. Sur l'insécurité, les maires ont des moyens qui n'ont pas trop été mis en œuvre sur la police municipale. Il y a des choses comme ça qui sont des choses de base, mais qui ne sont pas faites. Ça d'accord, mais vous répondez pas. Je vais voir, mais je vais voir quoi? Les Mais économies. vous verrez une d'accord, les gestion. 300 Non, mais c'est 000 vrai, euros du Louis, rond-point. vous êtes plus capable de critiquer ce que font les Non, autres mais d'accord, que mais de dire ce que vous allez faire. Vous pour le verrez moment. une gestion rationnelle des deniers publics dans la transparence et pour des projets qui coûtent cher aux contribuables, leur demander leur avis par le biais du référendum, parce que ce n'est pas fait. Mais ce qui va être très intéressant vraiment dans les années qui viennent, c'est voir si justement ce FN pur gestionnaire, en gros, on gouverne comme des centristes en quelque sorte, est-ce que ça va plaire aux électeurs Front National? Est-ce qu'ils ont élu des maires Front National pour avoir en gros des gens qui sont juste de bons gestionnaires? C'est une vraie question pour les années à venir, pour le Front National. Moi, je pense que oui, au municipal, je pense que les gens votent l'intérêt de leur commune. À Fréjus, ils l'ont un peu élu pour pas qu'il y ait la mosquée quand même, non? Il y en a sûrement une partie, mais pas que ça. Je pense que la condamnation de monsieur Brun, hein, et puis le profil de David, qui a 26 ans, qui est un garçon intelligent, bien entouré, a plu quand même à une majorité d'électeurs. Alors, par exemple, quand Steve Briouat, à Hénin-Beaumont, décide de couper l'aide à la Ligue des droits de l'homme... Mais c'est pareil, là. Bon, ça a un coût pour le contribuable local, une subvention. Vous savez combien la Ligue des droits de l'homme avait d'adhérents? Non. 14. Voilà, c'est tout. Point. Ça s'arrête là. Voilà, le maire regarde, voit un local pas assuré... Prêté par la mairie. Prêté, pas assuré, sans convention d'attribution, etc., une subvention, il dit stop. Mais ça, vous avez tous les jours, depuis les nouvelles mairies, des décisions qui sont prises, mais personne ne les relève. On ne relève que, évidemment, la décision du maire d'Hénin-Beaumont. Voilà. Tout ça, je vais vous dire, ça va faire mousser les médias pendant un mois. Dans un mois, on n'en parlera plus. Et rendez-vous dans 6 ans. Et je pense que là, on verra le vrai bilan des municipalités qui ont été gérées par les maires. Mathias, conclusion, après tous ces mois passés au contact du front? La conclusion, c'est que je vous confirme, on va continuer à suivre ces maires dans les années qui viennent pour voir justement si Marine Le Pen sera servie finalement par ces 3 premières années des maires FN, ou si au contraire, il y aura quelques casseroles qu'elle aura à gérer pendant la présidentielle. J'espère que les brigades de contrôle médiatique, dont monsieur est un agent, non, attendez, s'occuperont... Non, je vous interdis de dire ça. C'est un journaliste. Non, eh ben, c'est pas insultant, hein. Si, brigade de contrôle médiatique, ça fait un peu police de la pensée quand même. S'occuperont des autres communes de la même manière. C'est tout ce que je demande, moi. On a parlé des affaires Guérini, on a parlé de toutes ces affaires, je veux dire... Enfin, voilà, vous êtes encore... Ça, c'est la vieille politique du Front National. Oui. Vous êtes un bouc émissaire. On est sorti de ça, honnêtement. Didier, conclusion. En entendant parler de remise en cause de compétences de maire Front National, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec... Ça y est, il existe des groupes de rock d'extrême droite qui rassemblent un certain public pour des raisons évidemment idéologiques. Et je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que musicalement, je suis désolé, mais ils sont moins bons, quoi. Très bonne conclusion. Mathias, merci d'avoir été avec nous. Louis, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Guillaume Néry. Bonsoir. Alors, Guillaume Néry, vous êtes carrément phénoménal. À 14 ans, vous pouvez retenir votre respiration pendant 4 minutes. Aujourd'hui, c'est 7 minutes. Et vous descendez à 125 mètres de profondeur sans assistance. Ça fait 15 ans, ouais. Vous racontez votre vie d'apnéiste dans un livre intitulé Profondeur, publié chez Artaud, et à 20h, dans Salut les terriens. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle, la vie? Bonjour. Alors, c'était la semaine de la confiance, de l'espoir, oui. Pourtant, ça avait mal commencé, hein, les funérailles nationales de Jean-Marc Ayrault. Ah ouais. Oui, avec Valls qui a prononcé cette oraison funèbre qui restera célèbre. « Sors d'ici, Jean-Marc Ayrault, avec ton billet pour Nantes !» Valls a été étonnant. Enfin, première étape, il a obtenu le vote de confiance de la majorité. Même la moitié des Verts a voté la confiance. Ouais. C'est normal, comme il n'y avait aucun Vert au gouvernement, ça les a rassurés. Il faut dire que Manuel, son truc, c'est qu'il sait parler même aux gens qui ne sont pas de son bord.
Il est monté à la tribune tel un torero de Zara vêtu, il a dit « Ramirez, police française !» Et là, avec une intro pareille, tout le monde s'est couché, quoi. Et il a dit ça, même Marion Maréchal, Gilbert Collard, ils sont là, ils ont sursauté, ils ont fait une quenelle en guise d'approbation. Enfin, c'était un discours d'une beauté. Une beauté, je vous promets du sang, des larmes, de la douleur, mais quand même, à la fin, le régime crétois. C'est le principe du discours politique général, hein, c'est le Viagra de la politique française, ça excite la personne qui en prend, ça secoue la personne qui le subit, et 3 heures plus tard, tout le monde a oublié avec qui il avait couché. Et à la fin, il a dit quel pays comme la France peut permettre à un étranger de devenir Premier ministre? Là, je me suis dit, c'est vrai, c'est tellement triste. Non, que dans ce pays, les plus grands patriotes soient des mecs naturalisés. Enfin, c'est toujours comme ça, le naturalisé, c'est comme les nouveaux convertis. Hein, comme ils sont complexés d'avoir poussé hors sol, faut toujours qu'ils rajoutent une couche. Faut toujours qu'ils soient plus... Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance à Ramirez? Parce que la France, c'est pas une cage d'escalier, monsieur, dame. Non. Non, c'est autre chose. Alors Manu, moi, sa technique, je la connais. Il va frapper à la porte avec sa petite valise de VRP de province. Il va glisser son petit soulier Sorenzara, le pied dans l'embrasure, comme ça, une, deux, trois, monter sa petite table de nuit. Et là, bam, le show qui peut commencer. Ramirez, police française, démonstrateur de relance de la République. Et je vous présente ici la machine à libérer de l'énergie, à donner du souffle. Regardez, monsieur, dame, muchachos, muchachas, blancos, blanquetas. Et tout de suite, cette petite merveille que j'ai nommée le bullshit du communicant, c'est moi. Regardez bien. Je prends un chômeur. Je rappe, je coupe, je le sécurise, je lui donne une formation, je diminue ses charges sur le SMIC, j'augmente la CSG, je lui tape sur l'épaule, mais courage, enfin, le chômage, c'est pas Verdun non plus. Et bam, je le fais rire. Et pour le rassurer, j'ajoute non pas 1, non pas 2, mais 3 rhums. De tout petits rhums. Et à quoi ça sert? Mais ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Approchez, monsieur, n'ayez pas peur. Ramirez. Et maintenant, oui, je vois madame. Vous demandez, ce qu'on voit ici, c'est un petit trou. Oui, madame, c'est un déficit. Une petite rondelle. Alors vous dites, allez-y, mettez le doigt, bien sûr, servez-vous. Alors je lui dis, qu'est-ce que je vais faire à ce petit trou? Je prends ce petit trou. Je le tamponne avec un peu de nationalisme. Je rajoute Montebourg qui fait le kéké. Une pincée de l'euro, je t'emmerde, il est trop fort, ça pèse sur les exportations. Je sais, c'est gratuit, ça mange pas de bas. Mais ça fait toujours plaisir. Allez-y, madame, regardez le trou, mettez les doigts, bien sûr, ça fait plaisir. Madame est gourmande. Et j'ai toujours le même déficit. J'ai rien dit du tout. Mais c'est ludique, faut s'amuser. Oh, la petite fille! Comment elle s'appelle? Jennifer. C'est une Slovaque. J'adore. Et tout ce que je dis, je le fais. Et ce que je fais, je le dis pour en 2027. Voilà. Et je vois un monsieur qui hoche la tête. Il n'a pas l'air convaincu que je compte tout ça dans 10 ans. Il n'a pas l'air convaincu. Alors, je vais faire plus dur. Là, on est à 4% de déficit. Donc, vous savez quoi? On va s'amuser. Pour pimenter la chose, je ne dis pas 4. Je ne dis pas 5. Je dis 10% de déficit. Et bien, avec ce déficit de 10%, qu'est-ce que je fais? Je monte les impôts. Pas de 5. Pas de 30, mais de 950%. Et là, j'ai quoi? J'ai des Français dans la rue, un printemps social, une dissolution de l'Assemblée, Copé Premier ministre, Hollande carbonisé, et moi, je suis élu. Ne me remerciez pas, madame. Vous en voulez encore? Laissez-moi vous parler du pouvoir d'achat. Non, ne riez pas. Je prends non pas 1, non pas 2, mais 1 RMI et demi que je finance par des baisses de cotisations familiales. Et je déshabille Paul, je déshabille Jacques, je les sodomise tous les deux, puis je les brûle. Et les valeurs, vous me direz, vous avez raison, madame, la République, c'est des valeurs. Alors je prends la République, je la mets dans mon shaker, j'en fais un cocktail républicain, Marianne on the Rock, je la secoue. Et qu'est-ce que j'obtiens? La République française, laïque, chrétienne, catalane et bretonne. Une et plurielle, dans le respect du droit coutumier de la France de Voltaire, franquiste de droit divin, fille aînée de l'église sunnite cachère. Oui, madame. Ramirez, police française. Et puis soudain, le dérapage. Il souhaite diminuer le nombre de régions et fusionner certaines régions. Alors, la Guadeloupe avec l'Alsace, ça ne me dérange pas, c'est logique. Mais la Haute et la Basse Normandie, enfin, on est où? Un peu de bon sens. C'est à la portée du premier venu de voir que Trouville et Deauville, c'est pas la même chose. D'ailleurs, si on fusionnait ces deux communes, ça s'appellerait comment? Tel Aviv? Enfin bon. Enfin, comme dirait Jean-Michel Guérini, un peu d'honnêteté intellectuelle. C'est une connerie de diminuer le nombre de régions. Au contraire, il faut augmenter le nombre de régions. Il faut faire la Haute-Normandie occidentale, la Haute-Normandie méridionale, la Basse-Normandie orientale. La France, Manuel, c'est une mosaïque. Il y a une histoire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, à Paris, si les Bretons n'ont aucun problème à se concentrer près de la gare Montparnasse, il n'y aura sans doute jamais de quartier juif près de la gare de l'Est. Non. Bref. Bonne nouvelle, bien c'est évidemment la nomination d'Harlem Désir. Alors, les socialistes sont rassurés qu'il ne soit plus au PS. Couler la France, ok, mais pas le parti. Hein. Comme disait un proche de François Hollande, on est quand même des gens responsables.
Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Guillaume Néry, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 juillet 1982 à Nice, père technicien en médecine nucléaire, mère prof de maths. Ça rigolait pas à la maison. Hein. Surtout ma mère. Vers l'âge de 9 ans, vous goûtez à la natation et vous dites « je nageais comme une enclume ». Ah, c'était la catastrophe, très mauvais souvenir. Impression d'étouffer, de me noyer. Comme les baleines de l'eau fond. Voilà, ouais, je restais au fond, ouais. C'est à l'âge de 14 ans que vous découvrez l'apnée par hasard, en jouant avec un copain. Vous jouez à plus respirer, quoi. C'était sur un trajet en bus pour rentrer à la maison. Et puis ce jour-là, j'ai perdu. Ouais. Je pense que j'aurais gagné, je serais passé à un autre défi. Et j'ai perdu, et donc je suis rentré chez moi et j'ai dit, allez, il faut que je m'entraîne pour essayer de me battre. Ouais. Et là, j'ai découvert en fait que j'avais des capacités supérieures à la normale. Au bout de quelques semaines, vous parvenez à retenir votre souffle pendant 4 minutes. Et à l'époque, le record du monde est à 7 minutes. Entre 4 et 5 minutes même, hein. J'étais quasiment à 5 minutes. Découvrir les limites du corps, ça me fascinait complètement. Alors, en cours de sport, vous commencez à faire des longueurs de piscine sans respirer. Et parallèlement, en regardant un reportage sur France 2, vous découvrez Umberto Pellizzari, qui est le grand champion en fait des années 90. Et là, le coup de foudre. Oui, parce que vous ne saviez pas en fait si ce qui vous intéressait c'était le ciel ou la mer. Et là, vous découvrez que le ciel n'est pas le seul monde inconnu, finalement. Pourtant, j'habitais à Nice. Ouais. J'allais de temps en temps avec mon père pendant l'été plonger, mais je n'imaginais pas qu'il y avait des individus qui en avaient fait une quête, une passion, l'exploration des profondeurs. Vous découvrez en fait que l'apesanteur, c'est quelque chose qu'on peut connaître sous l'eau. Exactement. Et quand j'étais jeune, avant de commencer tout ça, j'étais fasciné par le monde de l'espace. Oui, je vous suis vouliez être encore, astrophysicien. Oui. Astrophysicien, astronaute, c'est encore un de mes grands rêves. Pourquoi pas aller sur Mars? Pourquoi vous pas allez un sur jour Mars. Ouais. Ouais, on n'y est pas encore. Alors en seconde, vous mettez à la plongée et par chance, en fait, la Mecque de l'apnée se trouve à Nice. C'était vraiment le centre mondial de l'apnée et c'était en face de chez moi, donc le destin était avec moi. Incroyable. Alors là, vous allez rencontrer celui qui va devenir votre maître Yoda, Claude Chapuis. On dit maître Yoda parce que vraiment, il nous transmettait une philosophie, une manière de fonctionner. C'est pas la technique qui était important, c'était les valeurs. Oui, et puis déjà, après une plongée, vous revenez, vous êtes content, vous êtes un peu fier de vous, il vous dit « Attends, t'es gentil, d'abord tu ranges le matos. » quoi. Exactement. Sa référence, c'était Karate Kid. C'est-à-dire, à un moment donné, avant de vouloir être un grand champion, il disait toujours « Tu prends une brosse et tu vas frotter le bateau. Et comme ça, tu feras de l'apnée et c'est le début de l'entraînement. » Alors, à 16 ans, vous descendez à 30 mètres. Et là, évidemment, vous dites « J'étais Neil Armstrong faisant ses premiers pas sur la Lune. » quoi. C'est cette sensation de quitter la surface, de s'enfoncer dans le bleu, de ne pas voir le fond, et puis à un moment donné, on touche le fond. On se sent vraiment l'alpiniste qui plante le drapeau au sommet de l'Everest ou Armstrong qui plante le drapeau sur la Lune. Ouais. On met vraiment le pied, la main dans un territoire nouveau. Et ça, c'est un sentiment qui est extraordinaire. Vous avez 20 ans, lorsque vous attaquez au record du monde d'apnée en poids constant, c'est quoi? Le poids constant, c'est descendre et remonter à la seule force musculaire. Donc j'utilise une monopalme, je descends, je remonte. Donc c'est vraiment l'homme face à la mer, sans artifice. Là, vous descendez, vous raflez la plaquette, comme on dit. La plaquette, c'est le petit témoin en fait, qui atteste qu'on est allé au fond. Donc c'était une symbolique qui est très forte dans le monde de l'apnée. C'est plonger pour remonter quelque chose. Alors là, vous descendez à moins 87 mètres. Vous êtes donc le plus jeune recordman du monde. Il n'y a plus de recordman du monde plus jeune jusqu'à présent. Alors là, alors là, vous commencez à participer à des compétitions aux 4 coins de la planète. Vous découvrez d'ailleurs le monde à travers l'apnée. J'ai jamais pris l'avion avant de faire de l'apnée, par exemple. Je considère vraiment que la vraie vie a commencé à partir du moment où j'ai commencé l'apnée. Alors, on va parler de la préparation. Donc, vous entraînez tous les jours avec des petits exercices quotidiens. Par exemple, je te le dis, Valérie, monter 5 étages sans respirer. Ça, c'était quand j'habitais dans mon ancien appartement. Il y avait 5 étages. Et je me rappelle même que tous mes travaux, parce que j'ai fait les travaux de rénovation, je les faisais en apnée. Je descendais les gravats, je remontais en apnée. Je descendais les gravats, je remontais en apnée. Et j'ai été champion du monde cette année-là. Donc ça a bien marché. Mais t'es dingue. Vous avez toujours le pince-nez sur vous, c'est-à-dire dans la journée, de temps en temps, vous... Non Le pince-nez, c'est un peu le gris-gris des apnéistes. Oui, voilà. C'est ça. Alors, quand vous inspirez,
vous absorbez 9 litres d'air et ensuite faites la carpe. C'est ça. Ouais. Donc en fait c'est une compression, voilà, je comprime l'air dans les poumons, donc attention, important de préciser que ça ne surtout pas faire quand on ne connaît pas, il faut vraiment le faire quand on est en club, quand on connaît, et donc ça permet de prendre 1 ou 2 litres de plus qui nous serviront quand on est en grande profondeur. Alors la descente, donc vous descendez sur ce câble avec l'assistance, non pas de palme, mais de monopalme. Hein. Monopalme, oui. C'est un peu comme une queue de castor, quoi. Une queue de sirène, ouais, c'est plus poétique. Oui, c'est vrai, sinon on pense à Jacques Dutronc. Alors, à moins 20 mètres, vous dites, il n'y a plus de principe d'Archimède. C'est ça, en fait, ce qui nous permet de flotter, c'est le volume d'air qu'on a dans les poumons. Plus on quitte la surface, plus la pression va écraser le corps, et donc le volume va diminuer. Ce qui fait qu'entre 20 et 30 mètres, j'ai à peu près 2 ou 3 litres d'air qui me restent dans les poumons. Et donc mon corps devient lourd, devient dense, et je peux arrêter de palmer. Et c'est là que débute la grande phase. Comme une pierre, quoi. Je tombe, voilà, comme une pierre, je suis aspiré par la profondeur. On appelle ça la phase de chute libre. C'est pour ça que je fais de l'apnée, moi. C'est pour vivre ce moment-là, parce qu'on n'est plus un plongeur, on n'est plus un apnéiste, on vole. C'est comme si on volait dans l'air, mais on vole sous l'eau. Et c'est extraordinaire. Mais vous êtes attiré par le fond, en fait, par les abysses. Au bout de, voilà, quand je passe les 30, 35 mètres, tout doucement, je commence à être attiré par le fond. Et là, il n'y a plus rien à faire. Je me détends, je me laisse aller. Alors, à moins 100 mètres, là, ça rigole plus. Il faut vraiment être en harmonie avec l'endroit. Vous dites qu'il faut déposer les armes, quoi. En fait, il commence à faire froid, la pression devient énorme, il n'y a quasiment plus de lumière. En gros, c'est un endroit hostile, c'est pas un endroit où on est fait pour être. Et pourtant, on peut se sentir extrêmement bien et on peut avoir les portes des profondeurs qui s'ouvrent si on rentre dans une logique de lâcher prise totale. Mais là, vous êtes toujours avec l'air que vous avez pris en partant, quoi. Il vous en reste encore. Oui, bien sûr. Il est écrasé par la pression, mais j'ai encore de l'air dans les poumons. Et donc, si on garde les réflexes de terrien, on a envie de se dire, on s'oppose à la pression, on va contre la pression. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut se laisser complètement aller. Et il y a le mental qui se calme de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser, mais c'est une forme de méditation, finalement. On est vraiment à l'intérieur du corps. Moi, j'appelle ça le voyage à l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas tant de choses à voir à l'extérieur autour de soi. C'est vraiment une espèce d'introspection et de retour à l'essentiel. Vous n'avez pas peur de mourir, là, à ce moment-là ? On n'est vraiment pas dans cette logique, dans cette confrontation avec la mort, parce que déjà, je ne plonge jamais seul, on a une équipe de sécurité qui est présente, et puis je ne plonge pas du jour au lendemain à 100 mètres. C'est une progression qui est très lente, donc mon corps est habitué, le mental est habitué, mon physique est habitué. Alors quand vous remontez, il y a le risque, ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, en fait c'est la narcose, et là vous voyez des monstres, vous voyez des bêtes griffues, poilues, ricanante. C'est compliqué, là. Hein. C'est un univers un peu particulier, la narcose. C'est lié à l'azote qui se dissout dans le sang par la grande profondeur et qui a un effet narcotique. C'est-à-dire c'est comme une forme de drogue. Comme quand on a pris c'est comme un mauvais trip d'acide, en fait. C'est un peu ça. Alors, j'ai jamais pris d'acide, mais on m'a dit que ça pouvait ressembler à ça. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui partent dans tous les sens et on contrôle absolument plus rien. L'acide, c'est pour ceux qui ne savent pas plonger. Voilà. Et puis il y a la syncope. Alors la syncope, c'est une petite morse. En général, en remontant, hein, vous dites les fusibles sautent en attendant que les organes vitaux soient touchés. Alors, la syncope, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, je compte sur les doigts d'une main. 7 fois en 10 000 plongées. Voilà, en les doigts de deux mains, alors, ok. Donc c'est un truc très, très, très rare, mais si ça arrive, il faut que quelqu'un soit là pour nous récupérer. Et c'est pour ça qu'on plonge toujours avec une équipe. Et c'est pour ça que apnée seule égale mort. Ouais. Alors que la narcose, c'est à chaque fois. La narcose, c'est à chaque fois quand on plonge très profond. Ouais. Alors avant de se quitter, dites-nous le plus beau moment que vous ayez vécu dans toute cette série de plongées. J'ai eu la chance de plonger dans des endroits absolument extraordinaires dans le monde. Et une de mes plus belles plongées, c'était au Mexique, dans des grottes sous-marines, dans de l'eau complètement translucide, où finalement on ne ressent pas l'idée qu'on est dans l'eau, on croit qu'on est dans l'air. Et dans un décor végétal avec des arbres, de l'eau claire, des troncs d'arbres morts. Et finalement, je n'avais pas l'impression d'être sous l'eau, j'avais l'impression d'être dans l'air, mais avec une réalité spatiale, comme si j'étais dans l'espace. Une expérience absolument extraordinaire. C'est génial comme truc. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Valérie Damido. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
c'est le samedi à 17h20 sur M6 et Déco le dimanche à 16h15 plus les primes. Doria Tillier du lundi au vendredi dans Le Grand Journal de Canal. Louis Alliot, vice-président du Front National. Didier Super en tournée avec son spectacle Ta vie sera plus moche que la mienne. Mathias Hillion de Spécial Investigation sur Canal+. Et Guillaume Méry, merci, pour Profondeur. C'est publié chez Artaud, un livre que je vous conseille. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, les Vito de Blaco, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.